Donc, merci de vous être inscrit et bienvenue à ce webinaire Fiscalité internationale. Donc, le déroulement pour avoir 30 à 45 minutes de présentation de la part de notre invité. L'outil d'échange de questions-réponses est actif, donc vous avez seulement qu'à m'écrire vos questions si vous voulez que je transfère vos questions au fur et à mesure à notre conférencière. Et à la fin, on ouvrira les micros pour une période de 10 à 15 minutes pour échanger directement. Donc, on reçoit aujourd'hui Emmanuelle Paradis, qui est directrice en fiscalité internationale au groupe Mallette. Emmanuel, donc, oriente des PME d'ici et d'ailleurs sur de multiples questions de fiscalité internationale, notamment en ce qui concerne les opérations de financement, réorganisation d'entreprises, les changements de modèle d'affaires, les opérations courantes, etc. Donc, elle assiste également les entreprises et les particuliers dans leurs obligations fiscales récurrentes. Donc, dans le contexte actuel, c'est très, très, très pertinent d'avoir une réflexion sur les aspects fiscaux. Donc, dans ce monde de plus en plus interconnecté, la maîtrise des règles internationales de fiscalité est importante pour tout exportateur. Et dans notre contexte actuel, ben, l'ensemble des opérations en amont et en aval des entreprises doivent être réfléchies et considérées sur l'aspect fiscal. Donc, je laisse la parole à notre invité, Emmanuel Paradis, et je vous reviens à la fin pour des questions. Puis, entre-temps, si vous avez des questions, vous me les écrivez dans le question-réponse en bas de votre écran. Emmanuel, à toi la parole. Bonjour à tous. Merci de l'invitation. C'est la deuxième année là, que Mallette participe au webinaire. Aujourd'hui, en effet, là, ça va être de plus en plus d'actualité, notamment là, considérant les différents, là, le contexte politique notamment, là, et les différentes mesures mises en place là, depuis quelques semaines. On va parler notamment là, de la fiscalité internationale en sol canadien. On va aborder là, les différents principes. Donc, on peut tout de suite commencer par un petit détail de Mallette. Donc, Mallette est une entreprise 100% québécoise. On a des bureaux un petit peu partout, là, donc dans plusieurs villes du Québec. On a un département de fiscalité internationale et un département de fiscalité américaine, de la taxe indirecte également canadienne-américaine, et on est membre de l'Alliance SIAG, là, une alliance qui regroupe là, plus de 60 pays. Donc, on est en mesure d'accompagner les clients dans leur exportation ou dans leurs services ou leurs activités à l'extérieur du Canada également. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fiscalité internationale, un petit peu l'importance relative, son impact, les impacts de l'expansion à l'international, les points importants là, à se questionner en tant qu'entrepreneur lorsqu'on débute une expansion internationale ou qu'on envisage la sortie du Canada. On a également un volet là, plus au niveau de l'imposition, les systèmes d'imposition canadiens, les différentes sources d'imposition là, à l'extérieur du Canada. Donc, c'est important de bien comprendre là, le technique, du moins avoir une base de compréhension pour comprendre après ça là, les stratégies que vous pouvez mettre en place. Conformité fiscale et planification fiscale, on va faire des petites distinctions pour s'assurer d'avoir le langage, là, un langage qui est uniforme pour tous. Donc, ça va être beaucoup plus facile, notamment dans vos plans d'affaires. Lorsque le langage est bien détaillé, vous êtes en mesure d'identifier vos obligations fiscales. Et on va aborder un petit peu le volet de taxes de vente canadienne dans un contexte international, paiement des non-résidents également, et on va aborder à la toute fin là, le système fiscal américain, donc les distinctions, essayer de se démêler là, dans les différentes obligations là, américaines. Donc, au départ, je veux vous amener à réfléchir, notamment, là, je pense pas qu'il y a de bonnes réponses de l'importance relative à la fiscalité. Donc, la fiscalité doit être prise en considération dans plusieurs de vos étapes dans la vie d'une entreprise, soit au niveau des plans d'affaires, développement de la clientèle, rentabilité, l'aspect juridique également. Donc, on a dans certains cas une stratégie fiscale qui est optimale, mais qui vient là, complexifier, par exemple, au niveau du développement de la clientèle, au niveau de la rentabilité. Donc, c'est important de mettre la fiscalité parce que c'est pas d'un vase clos, là. Il faut penser à la fiscalité dans pratiquement chacune des actions qu'on effectue, notamment au niveau des aspects réglementaires, l'agriculture, douane. Donc, lorsqu'on choisit de s'implanter à l'étranger, à l'international, on a un volet, là, on doit prendre en considération différents critères. Donc, j'en ai mis quelques-uns, mais c'est toujours important. Moi, je suis toujours claire de vous questionner l'importance de la fiscalité. Nous, dans certaines situations, on va avoir, par exemple, aux États-Unis,
on est dans une situation là, problématique, une situation où on peut se poser la question avec là, la vague là, d'acheter local, acheter canadien. On a certains clients là, qui sont frileux d'aller faire une expansion aux États-Unis, par exemple, pour leurs activités canadiennes. Donc, la fiscalité a son importance, mais également, on va parler, par exemple, là, des aspects là, développement de la clientèle. Est-ce qu'on vient entacher notre clientèle canadienne? Est-ce que ça va nous donner, là, ça va être plus difficile par la suite de développer notre clientèle canadienne si on utilise, par exemple, les États-Unis comme pilier en fiscalité? Le principe de la fiscalité internationale, c'est assez simple au Canada. Donc, on a différents types d'impositions au Canada. On a les pays sont assujettis là, selon deux critères, qui est un critère de résidence fiscale et un critère de source de revenus. Donc, lorsqu'on parle de résidence fiscale, on va parler, par exemple, de sociétés constituées dans la juridiction, donc une société incorporée au Canada ou une société incorporée au Québec. Ça va être une source de résidence canadienne comparativement à une société, par exemple, incorporée aux États-Unis, on va avoir une source de résidence américaine. On a également la source de revenus. Donc, comme je mentionne un petit peu plus loin, je pense que vous allez avoir accès au PowerPoint par la suite. Donc, c'est plus pour discussion. On a différentes sources de revenus, par exemple, les dividendes, les intérêts, les redevances. Donc, ça, c'est des revenus passifs qui sont imposés de façon différente dans chacun des pays. Et qu'on doit analyser ou qu'on doit se questionner lorsqu'on met en place une structure à l'international pour venir identifier quel pays aura l'imposition sur la source de revenus, par exemple, au niveau du dividende, des intérêts, des redevances, pour maximiser, là, notamment, ou éviter la double imposition. Donc, la double imposition, on va arriver dans une situation, par exemple, où on a de l'imposition aux États-Unis, on a de l'imposition au Canada sur la même source de revenus, par exemple un dividende. On a un principe de crédit pour impôts étrangers là, accordé par la législation domestique. Dans la plupart des cas, là, considérant qu'on a des conventions fiscales bilatérales. Donc, d'où l'importance de toujours analyser lorsqu'on va vers à l'étranger, qu'on est en expansion dans des pays, dans des pays différents que le Canada, on doit analyser est-ce qu'on a une convention bilatérale qui nous protège en cas de double imposition. Est-ce le Canada a signé une convention fiscale bilatérale avec le pays visé? Puis de toujours lire cette convention ou d'avoir toujours un conseiller là, pour vous accompagner lorsqu'on a une nouvelle convention ou qu'on fait interagir une nouvelle convention dans nos activités, notamment puisque chacune des conventions ont des rédactions différentes au niveau de leurs termes législatifs. De ce côté-là, je vais vous laisser là, prendre connaissance de cette page-là. C'est vraiment l'impact là, du crédit d'impôt étranger, comme je vous mentionnais précédemment. C'est important de le garder en tête. Ça arrive trop souvent là, que des clients viennent nous voir puis qui ont omis là, de demander leur crédit pour impôt étranger au Canada là, pour un revenu qui a été imposé également dans un autre pays. Donc, c'est important de comprendre que c'est de cette façon-là qu'on évite la double imposition. Donc, la double imposition, donc deux pays qui imposent le même dollar. Là. Donc, c'est important de le réclamer dans les déclarations là, domestiques. On peut le faire avec la Convention. C'est un élément ici, conformité et planification fiscale, que je souhaite aborder. On a souvent des clients qui ont qui ont une compréhension limitée au niveau de leurs obligations fiscales et qu'il faut toujours faire la distinction. Les deux sont importants, mais les deux sont à des moments différents. Donc, on a la conformité fiscale et la planification fiscale. Lorsqu'on parle de fiscalité internationale, on va avoir les deux volets. Donc, une conformité fiscale, ça va être vos obligations canadiennes liées aux activités internationales. On va avoir des obligations dans les juridictions étrangères également. Dans les conformités fiscales, c'est habituellement annuellement, là, à moins d'indications contraires, là, on est en volet là, annuel. Il y a des pénalités pour non-conformité fiscale. Et il faut se questionner annuellement ou il faut se questionner lorsqu'on a des modifications à notre plan d'affaires ou qu'on a des modifications dans nos activités. Est-ce qu'on a des nouvelles obligations fiscales? Ce qui m'amène à faire la distinction avec une planification fiscale. Donc, la planification fiscale est on organise en réalité là, notre structure fiscale, notre structure corporative pour l'objectif à la fin de la journée est une réduction de la charge fiscale globale. Donc, le Canada l'impôt payé au Canada plus les impôts payés dans les juridictions étrangères. Donc, c'est pour éviter la double imposition.
Et c'est pour maximiser, dans certains cas, des crédits au niveau des taux corporatifs, des subventions. On va parler, par exemple, des crédits d'amortissement pour le Canada qui peut être très avantageux dans certains milieux. Donc, c'est important de faire la distinction qu'une planification fiscale, lorsqu'on modifie une planification fiscale, il va y avoir assurément là, une question ou une analyse à effectuer pour identifier est-ce qu'on a une conformité fiscale différente, est-ce qu'on doit produire d'autres formulaires, d'autres documentations aux juridictions canadiennes ou étrangères afin de se conformer et éviter des pénalités qui sont assez importantes. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite, là, du moins, là, vous aborder, de toujours vous questionner lorsqu'on met en place dans votre plan d'affaires, s'il y a des changements à votre structure fiscale, à votre planification fiscale, vous questionnez par la suite, dans un deuxième temps, quelles sont mes nouvelles conformités fiscales ou est-ce que j'ai des conformités fiscales qui sont maintenant ne plus obligatoires, là, qui viendraient parfois réduire là, des honoraires de conformité. La taxe de vente canadienne, je fais juste aborder un petit peu là, à ce niveau-là. Donc, habituellement, les exportations des biens et des services sont détaxées. C'est important là, d'avoir une preuve documentaire d'exportation à ce niveau-là. Donc, c'est important également dans les pays étrangers de vous questionner lorsque vous êtes en exportation. C'est important d'identifier est-ce qu'on est soumis à une taxe de vente, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Est-ce que je me crée une obligation de m'inscrire aux taxes de vente dans les pays étrangers? Donc, la même chose, les biens et services importés au Canada sont habituellement là, assujettis aux taxes de vente canadiennes et à ce sujet-là, sont également autorisés là, avec le crédit là, pour intrants, là, donc le remboursement là, effectué. C'est un élément qu'on souhaite qu'on aborde de plus en plus parce qu'on a une problématique là, de plus en plus importante au niveau là, qu'on voit chez beaucoup de nos clients au niveau des paiements des non-résidents. Donc, dans un contexte là, d'international, avec l'utilisation de plus en plus des services de d'autres pays donc on engage des personnes non résidentes à effectuer des services au Canada, au Québec. On est de plus en plus confronté à des vérifications et des problématiques en lien avec une retenue non appliquée. Donc, on souhaite l'aborder. Je pense que c'est important là, de le garder en tête lorsqu'on fait des paiements à des non-résidents. Donc, sociétés canadiennes ou particuliers canadiens qui paient un non-résident pour des services rendus en sol canadien ou québécois. Donc, c'est pas un employé, c'est un consultant étranger, par exemple. On va avoir des retenues d'impôts obligatoires là, selon le droit interne canadien. Donc, l'ARC, Revenu Québec, Revenu Canada demande là, des retenues obligatoires de 15 à 9 Donc, c'est l'obligation du payeur canadien à effectuer cette retenue. C'est des retenues qui sont souvent oubliées puis qui amènent avec des grosses pénalités puisque c'est la responsabilité du payeur canadien. Donc, par exemple, pour des services de consultation, l'achat d'équipements avec installation incluse au Canada. Donc, je vous donne un exemple. Si on installe une usine, on installe une machine dans une usine, puis l'installation est comprise, mais c'est un non-résident, résident des États-Unis, qui vient rendre des services, donc qui vient faire l'installation comprise avec la formation à nos employés. Cette valeur-là, la valeur incluse dans le contrat total, donc si par exemple ça vaut 10, 20 000 on aurait une retenue là, obligatoire par le payeur canadien euh, pour les services rendus au Canada par un non-résident. On a des demandes de décharge, là, des demandes de waiver quand c'est possible d'être fait là, lorsqu'on est en mesure de prévoir les travaux, les services rendus au Canada. Il y a des exclusions, là, donc comme je mentionnais, il faut vraiment que ce soit en sol canadien, donc ça l'exclut les services rendus à l'étranger par le web ou par télétravail. Mais dès qu'on a une présence physique au Canada, il faut se questionner. Ce qu'on conseille la plupart du temps lorsqu'il y a des services rendus au Canada avec d'autres types de paiements, donc dans le contrat, on essaie d'avoir une répartition raisonnable là, dans le contrat afin de s'assurer d'avoir une retenue qui est vraiment là, rattachée à la valeur marchande des services rendus au Québec, au Canada par le non-résident. Les demandes de décharge peuvent être transmises. Il y a certaines conditions. Il y a des délais également applicables. Donc, c'est important là, de toujours se questionner lorsqu'on paie un non-résident et qu'il y a des services rendus au Canada, est-ce que j'ai une obligation de retenue? C'est la même chose. Je passerai pas longtemps là, au niveau du salarié. Donc, si on a un employé non résident, donc c'est toujours le défi là, dans le monde actuel
web et du télétravail. On a certaines entreprises canadiennes qui vont avoir des employés non résidents et qui vont venir, par exemple, 2 semaines, 3 semaines par année, venir travailler physiquement au Canada pour des mises à niveau, pour des congrès ou pour des rencontres d'équipe. On a cette problématique-là de retenue obligatoire là, pour le salarié non résident, donc un employé non résident. Il y a des obligations là, de retenue pour des services rendus au Canada. Donc, lorsqu'ils sont présents au Canada et qu'on leur donne une rémunération là, d'employés. Encore là, il y a des demandes de décharge, qu'il y a des conditions et qu'il y a des délais là, pour le faire. Le système fiscal américain, on est rendu là au système fiscal américain, puis je pense que ça va être c'est d'autant plus pertinent actuellement au niveau des obligations fiscales là, américaines. On a à peu près là, 7000 juridictions aux États-Unis qui assujettissent là, les contribuables à diverses taxes. On a le système de l'IRS qui est le fédéral et chacun des États ont leur propre système fiscal là, indépendant. Donc, le fédéral va avoir là, souvent la mainmise sur 21% là, de revenus, d'impôts, et les États, ça va varier entre 0 pour certains États, 11,5 là, je pense en 2025, là, le maximum, l'État le plus haut taux là, d'imposition de l'État. Et on a certains États comme le New Jersey, Massachusetts, la Californie, par exemple, qu'on a des impôts minimums. Donc, peu importe là, si on a de l'impôt payable ou non, on va avoir de l'impôt minimum rattaché à une présence, à une obligation fiscale au Canada, donc aux États-Unis. Donc, c'est important lorsque, par exemple, on fait affaire dans des États, puis il y a certains clients qui viennent nous voir, on a fait affaire, par exemple, en Californie, mais on est à perte dans tous les cas, mais il faut se rappeler qu'on a un impôt minimum, puis qu'on soit à perte, ou qu'on n'ait pas d'activité là, de façon où on n'ait pas de profit, ou qu'on n'ait pas de plus-value sur nos ventes en Californie. Si on a une obligation de production, puis on va le parler un petit peu plus loin, là, qu'on a un nexus, qu'on a une obligation, qu'on est imposable en Californie, on a un impôt minimum là, qui doit être remis dans les délais. Le Code américain d'impôt prévoit là, l'assujettissement là, des sociétés étrangères, donc notamment les sociétés canadiennes, selon là, un critère défini là, qui est l'exploitation d'une entreprise aux États-Unis. Ça peut varier, ça peut viser plusieurs éléments. C'est une analyse qui doit être faite là, globale. Là. Ça peut être des ventes régulières dans de produits aux États-Unis, des services rendus en sol américain de façon régulière et continue, avoir des employés qui font de la sollicitation, par exemple, aux États-Unis. Ça peut prendre aussi des considérations des activités de mandataires. Donc, si on a des employés qui sont mandants de la société canadienne. Donc, ça, c'est des analyses qui doivent être effectuées, là, comme je vous dis, dès qu'il y a un changement dans le plan d'affaires, dès qu'il y a un changement dans les activités, on va aller refaire notre analyse. Est-ce qu'on est assujetti à titre de société étrangère aux obligations là, fiscales là, fédérales de l'IRS? Donc, on a la convention avec le Canada et les États-Unis. Il y a des impacts avec cette convention fiscale Canada-États-Unis. Ça permet à une société canadienne de soustraire au paiement. Puis là, je vais vous faire la distinction. C'est important de faire la distinction. Ça va soustraire au paiement des impôts fédéraux américains s'il n'y a pas d'établissement stable. Un établissement stable, là, il y en a beaucoup il y a beaucoup il y a beaucoup de critères, là, mais notamment, on va parler d'installations fixes d'affaires comme un bureau, une succursale. On va parler des employés mandataires qui disposent d'un pouvoir de conclure des contrats. Donc, si c'est une personne qui est en mesure de signer un contrat, d'engendrer la responsabilité de la société canadienne. On va avoir également la prestation de services en sol américain lorsque les services par un individu, donc un particulier, est rendu pendant 183 jours ou plus aux États-Unis. Il y a certains critères là, au niveau là, des pourcentages de revenus gagnés. Et on a également là, le service, donc des services rendus pour une période de 12 mois pour le même projet pour des clients américains. Ça peut créer un établissement stable aux États-Unis. Donc, je vous en ai mis quelques-uns qu'on voit le plus souvent. Mais en réalité, il y a beaucoup d'éléments là, qui peuvent faire en sorte qu'on ait un établissement stable. Moi, je recommande toujours aux clients la première chose à faire lorsqu'on est en situation avec des activités, qu'on commence à avoir des activités de plus en plus importantes aux États-Unis. La première étape est d'établir si on a un établissement stable aux États-Unis, puis par la suite, on va établir est-ce qu'on a des obligations fiscales. Emmanuel,
Et ici, le 12 mois, est-ce que c'est un 12 mois continu ou c'est le 12 mois calendrier ou année fiscale? C'est une période de 12 mois, donc c'est une 12 mois continue. En, en l'absence d'établissement stable, il y a quand même des obligations fiscales. Donc, comme je parlais un petit peu précédemment, juste dans le diaporama juste précédent, on a des obligations de paiement d'impôts. Donc, on devient avec un établissement stable, là, euh, on doit effectuer des paiements. Donc, on est assujetti à l'impôt. Lorsqu'on n'a pas d'établissement stable, lorsqu'on fait l'analyse d'établissement stable et qu'on conclut qu'on n'a pas d'établissement stable, la société canadienne qui ne paie aucun impôt fédéral, qui n'est pas assujettie à l'impôt fédéral, peut quand même être tenu de produire des déclarations annuelles, donc des déclarations d'information. On appelle souvent le 1120F 8833, qui est des Treaty-Based Return, là, donc un rapport d'impôt basé sur la convention fiscale. On vous en parle parce que les pénalités sont excessivement importantes. On a 10 000 de pénalités là, US par prise, dans le sens que lorsqu'on déclare pas, lorsqu'on n'a pas produit cette déclaration, on a des délais là, également là, qui ne débutent pas. Donc, les prescriptions de 3 ans aux États-Unis là, ne débutent pas. Puis, on a également un aspect là, c'est très difficile aux États-Unis. Là, il n'y a pas le même principe que nous là, au niveau des divulgations volontaires. Donc, c'est important de vous questionner lorsqu'on a des activités aux États-Unis. Est-ce qu'on a un établissement stable au Canada? Si oui, on va être assujetti si on a un établissement stable, pardon, aux États-Unis, on va être assujetti au revenu fédéral. Donc, on va être imposable au fédéral sur cet établissement stable-là. Si on n'a pas d'établissement stable, il faut se questionner, est-ce qu'on a des activités qui nous obligent, est-ce qu'on a des obligations de production? Nonobstant qu'on n'a pas d'établissement stable, est-ce qu'on a des obligations d'information, de position non divulguée basées sur la convention fiscale? Donc, juste à la fin, je vous mets là, les 3 options. Je pense que c'est important de les garder en tête. Donc, si la société canadienne n'exploite pas d'entreprise aux États-Unis, donc on n'a aucun impôt à payer, aucune déclaration à produire. Si la société canadienne exploite une entreprise aux États-Unis, mais n'a pas d'établissement stable, on n'est souvent pas assujetti, donc pas d'établissement stable, pas assujetti à l'impôt, mais la déclaration d'information est requise. Et si la société canadienne exploite une entreprise aux États-Unis et que la conclusion et à l'effet qu'on a un établissement stable basé sur la convention, on a de l'impôt à payer, donc on devient là, imposable sur l'établissement stable et une déclaration est requise. Lorsqu'on parle du fédéral, là, on va aller vers les États. Donc, l'impôt de revenu sur des États, on a 48 États américains qui imposent des sociétés sur les revenus en vertu de critères spéciaux. Là, on a certains États qui ont des critères plus permissifs, il y en a qui ont des critères plus spécifiques. Le premier critère d'assujettissement là, est l'exploitation d'une entreprise dans l'État. Cette notion-là est très, très large. Les tribunaux, on a plusieurs positions là, euh, qui viennent expliquer ou détailler là, cet assujettissement aux impôts étatiques. Toutefois, le niveau est très faible d'activité dans l'État suffit à rencontrer ce test, notamment dans certains États, là, par exemple la Californie, on va avoir des États que le critère est très, très faible pour avoir une obligation d'avoir un nexus, d'avoir une présence dans l'État. La Société étrangère canadienne doit de plus avoir un nexus avec l'État. Donc, nexus s'entend un lien minimal ou suffisant entre l'État et la société canadienne. Je vais vous donner un exemple. Société canadienne qui a des clients dans un État, mais il n'y a aucune activité, là. Donc, on a des clients, mais il n'y a pas d'activité, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de biens. On est peut-être à 1% de nos ventes aux États-Unis. Donc, on a vraiment une présence qui est très, très petite. Le lien minimal n'est pas rencontré, on n'aura pas de nexus dans l'État. Toutefois, si on commence à avoir de plus en plus d'activités, si on commence à avoir de plus en plus de clients puis de présence sur le marché dans l'État, là, on va avoir le nexus classique qu'on appelle, là, donc va être rencontré et des obligations de l'État pourront là, donc pourront être rencontrées pour avoir des obligations, notamment fédérales, mais également dans l'État concerné. À ce moment-là, lorsqu'on a plusieurs États, on conseille toujours aux clients, puis c'est souvent la stratégie, d'établir une fois par année ou une fois aux 6 mois chacun des États que vous avez. Là. Donc, chacun des États que vous avez des activités, on va venir les détailler soit dans un Excel ou dans votre plan d'affaires.
pour par la suite venir identifier est-ce qu'on a des États qui ont une augmentation ou que notre présence est de plus en plus grande euh, pour faire ces analyses. Donc, on va venir identifier certains États qui sont plus à risque du nexus classique. L'impôt sur le revenu des États, le nexus comprend propriétaire de biens dans un État, donc on va avoir utilisation de biens, on va avoir sollicitation par l'entremise d'un employé ou d'un agent manufacturier dans un État, on va avoir des services rendus dans un État, on va avoir des services de formation rendus dans l'État, on va avoir l'utilisation régulière et continue de propres camions pour livrer la marchandise aux clients. Fait que, tu sais, on va avoir il y a certains éléments faut garder en tête, notamment les biens en consignation, lorsqu'on commence à louer location d'un bureau, d'un entrepôt, que ce soit de façon temporaire ou de façon continue. Le commerce électronique également amène les ventes par Internet. On a certaines personnes, là, certains clients qui vont utiliser, par exemple, les ventes Amazon. Ça pourrait nous créer un nexus. Et là, on va parler de nouveau concept de nexus économique avec l'affaire Wayfair, qui est les ventes électroniques, donc les ventes par Internet. Le nexus économique, c'est ventes qui excèdent un seuil fixé par l'État. Puis ça suffit là, à créer un nexus, notamment en Californie, où on a un nombre de ventes. Donc, si par exemple, Société canadienne vend pour un nombre X aux États-Unis, notamment en Californie, l'État a fixé un seuil et automatiquement, lorsqu'on passe ce seuil, qu'on ait un lien minimal ou qu'on ait là, une présence ou non aux États-Unis, on va se créer le nexus là, économique avec l'affaire Wayfair qui vient créer une nouvelle charge, un nouveau critère de présence dans certains États. La structure d'opération aux États-Unis, on a plusieurs façons d'opérer aux États-Unis, notamment des ventes directes, donc une société canadienne qui vend directement dans les États ou aux États-Unis. On va avoir l'utilisation de l'agent manufacturier. On peut avoir l'utilisation des employés canadiens qui effectuent du démarchage aux États-Unis. Donc, qui vont être amenés à aller travailler aux États-Unis pour une certaine période dans l'année. On va avoir également l'option d'utiliser des employés américains, donc engager des employés américains. Là, on a certaines obligations lorsqu'on emploie des sociétés canadiennes qui emploient des employés américains. On va avoir des obligations d'inscription un petit peu le même principe qu'au Canada ou déduction à la source, donc une obligation américaine. Donc, il va y avoir la complexité, là. Donc, je vous ramène à mon élément de conformité fiscale. Lorsqu'on engage quelqu'un, lorsqu'on change de modèle de structure ou qu'on modifie la structure d'opération, notamment aux États-Unis, on va avoir certaines obligations de conformité, que ce soit là, aux États-Unis ou au Canada, pour venir se régulariser là, nos activités, notamment lorsqu'on engage un employé américain, on va avoir des obligations d'inscription, déduction à la source, la plupart du temps là, à titre d'employeur d'un employé américain. Également, on a le principe d'entrepôt aux États-Unis. De plus en plus, on voit de la location d'entrepôt court terme, moyen terme. Donc, ça, c'est des choses également qu'il faut questionner. Là, on va en parler un petit peu après, là, au niveau des droits de douane. On a certains clients qui envisagent faire des locations d'entrepôt aux États-Unis, qui peut vous créer un nexus, qui peut vous créer également une présence ou un établissement stable aux États-Unis. Donc là, la question à savoir, c'est toujours la pertinence et les coûts et est-ce qu'on est vraiment dans une situation où on maximise notre situation fiscale avec, par exemple, la location d'un entrepôt aux États-Unis pour maintenir là, une partie de la plus-value aux États-Unis afin d'éviter le soit ou un droit de douane. Et la dernière option, qui est souvent l'option l'option lorsqu'on vient grossir notre structure fiscale, est la filiale américaine. Donc, là, il y a des éléments de pertinence qu'on doit regarder. Est-ce que c'est pertinent d'utiliser la filiale américaine? Et également obtenir des offres de services, obtenir des détails sur les coûts de l'opération d'une structure américaine ou d'une filiale américaine. Puis l'autre élément que je souhaite mentionner, c'est souvent, est-ce qu'on a quel véhicule juridique on va utiliser aux États-Unis? Il y a plusieurs types de véhicules, un petit peu comme au Canada. Là, je parle des États-Unis, mais également dans d'autres, en Europe, c'est la même chose. Ils ont différents types de véhicules juridiques. Donc, lorsqu'on met en place notre structure d'opération, c'est important d'identifier nos besoins, pourquoi on va vers une incorporation, pourquoi qu'on va vers une création d'une nouvelle entité. Et d'identifier la meilleure structure, donc le meilleur outil
pour pouvoir y arriver, notamment est-ce que filiale américaine via une LLC, est-ce qu'on est mieux d'aller vers une incorporation, quelles sont les différences entre les deux. Donc, dans certains cas, il va y avoir là, une plus-value d'avoir une incorporation. Dans certains cas, la LLC va être suffisante là, aux fins canadiennes et américaines pour combler là, nos besoins. Autre élément à considérer, c'est certain que vous avez lorsqu'on va en exportation, lorsqu'on va agrandir notre marché ou aller dans d'autres États, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on doit valider pour les certifications autorisant à faire affaire dans un État. On doit également valider pour l'immigration, les visas, là, si on transige avec des employés étrangers. Si on déplace des employés du Canada vers d'autres pays également, c'est important. Et là, c'est certain, je vais revenir pour le droit de douane, mais c'est certain qu'on a également les permis, licences et assurances commerciales. C'est des choses qu'il faut se questionner, notamment où elle est la responsabilité lorsque mes biens, si on rend des biens ou si on rend des services. C'est important que votre assurance commerciale soit en mesure, dans votre plan d'affaires, que vous identifiez ce besoin-là puisqu'il y a certains pays qui sont plus difficiles que d'autres d'assurer. Donc, c'est important dans comme je vous parlais un petit peu au départ, lorsqu'on fait l'importance relative de la fiscalité, c'est important de la considérer avec notamment l'obtention des permis, les licences, mais également l'assurance, qui est souvent un volet qui est oublié ou qui est laissé de côté par certains entrepreneurs ou PME à ce niveau. Comme je mentionnais un petit peu précédemment, c'est important, là, notamment aux États-Unis, qu'il n'y a pas de programme de divulgation volontaire au Canada et tous les pénalités sont excessivement importantes et salées. C'est important de vous assurer là, de faire cette analyse lorsque vous avez une présence aux États-Unis, lorsque vous avez débuté une activité, que ce soit de la vente en ligne, que ce soit de la présence physique, que ce soit des achats ou de la manufacture aux États-Unis. C'est important de vous questionner sur, si on revient là, nos trois situations, nos trois contextes, et de venir établir de façon continue, de venir se questionner, est-ce qu'on a un établissement stable, est-ce qu'on a des obligations de production et en vertu de la convention fiscale, afin d'éviter des pénalités qui sont assez importantes, on n'a souvent pas d'option là, pour venir les réduire. Ils sont appliqués de facto, puis c'est un coût net pour l'entreprise. Là, si on va vers les douanes, donc je suis pas une experte en douane, on est surtout spécialisé en fiscalité internationale, mais du moins on a de plus en plus de questions au niveau des douanes. C'est un sujet là, qui je pense qui est d'actualité actuellement. C'est un sujet également qui va continuer à être d'actualité. Je sais pas, Jean, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on en parle avec les questions ou je peux en aborder aussi là. Euh, Bon, on a eu un webinaire sur la question la semaine dernière avec Jean-François Lorrain, webinaire qui est disponible en enregistrement pour ceux qui le souhaitent. donc, en effet, là, c'est vraiment la meilleure chose qu'on peut donner comme conseil actuellement, c'est en effet là, d'aller vous chercher des professionnels qualifiés là, pour vous assister pour le droit de douane, pour venir établir le bon montant que vous allez passer à la frontière. C'est la meilleure des options là, actuellement à court terme. Et c'est possiblement avant d'aller vers une structure trop complexe, d'aller modifier une structure d'opération. Je pense que c'est important de vous questionner avant tout, là, encore là, où est l'importance de la fiscalité? Il y a des impacts à changer la structure pour soit venir réduire les droits de douane ou essayer de venir réduire l'impact. Il y a certains clients qui sont allés vite, qui ont mis en place des structures en janvier-février, lorsque ça l'a sorti. Puis là, sont pris avec une structure qui ont des coûts d'opération assez importants et que leur taux, donc dans la planification fiscale, elle n'est pas maximisée, donc leur taux effectif est plus élevé. Donc, il faut vraiment prendre en considération l'ensemble des critères, l'ensemble des conséquences fiscales canadiennes et des juridictions étrangères avant de mettre en place une structure pour venir encadrer ou pour venir là, déplacer des opérations là, afin de réduire l'impact des droits de douane. Je sais pas si je suis un petit peu d'avance, mais du moins, je sais pas si est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions. Alors, vous pouvez lever la main s'il y en a qui ont des questions. Je pense que je vais vous voir.
Moi, de mon côté, j'ai deux, trois questions que j'ai ramassées en chemin. Au début, on a parlé de conventions bilatérales avec les États ou certains États ou les États sur lesquels on va aller exporter. J'imagine qu'avec les États-Unis, il y a des conventions ou une convention bilatérale entre le Canada et les États-Unis. Est-ce que c'est une générale Canada-États-Unis ou c'est différentes conventions selon les États? C'est ça, il y a deux modèles, types de convention fiscale. Le modèle de l'OCDE, il y a certains autres modèles, notamment les États-Unis, il y a un modèle qui doit être analysé de façon là, unique, puisque c'est des modèles qui sont pas génériques. Là. Mais en effet, les États-Unis, on a une convention fiscale avec les États-Unis, une convention qui a été modifiée également avec le temps. Donc, je vais vous donner un exemple. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Moi, j'ai toujours de rester proche des conventions fiscales, de regarder les impacts. Je vais vous donner un exemple assez d'actualité. Il y a quelques années, ils ont fait les modifications de la convention fiscale avec les États-Unis pour venir réduire le taux de retenue d'impôt pour des intérêts, donc les intérêts payés dans un pays sur un prêt. Il n'y a plus de retenue là, applicable avec la Convention Canada-États-Unis, mais ça fait peut-être 4-5 ans. Là. Avant ça, on avait une retenue de 10. Donc, il y a certains clients qui ont maintenu la retenue de 10 qui fait en sorte que les autorités fiscales n'acceptent pas le crédit d'impôt étranger là, lorsqu'il n'y a pas d'obligation de paiement là, dans un pays. Donc là, aux clients à aller chercher aux États-Unis cette retenue qu'ils ont effectuée. Donc, c'est vraiment important de rester là, à l'affût avec votre conseiller fiscal de l'ensemble des modifications là, des conventions. Les conventions en Europe sont souvent bâties sur le même thème, donc on a les mêmes termes, mais chacun des termes, chacune des articles d'une convention doivent être interprétés. Il y a des commentaires, donc c'est vraiment très, très important là, de vraiment à chacun des pays d'activité de venir refaire une lecture, une analyse de la convention pour s'assurer là, d'avoir la meilleure compréhension possible des impacts fiscaux puis la protection qui est offerte par la Convention fiscale également. Parfait. Merci. Je vais permettre à Jean-François Fauveau de poser sa question. Bonjour Emmanuel, bonjour Jacques. Je ne sais pas si c'est une question simple, mais de façon générale, si je suis une entreprise qui achète aux États-Unis et en même temps je vends aux États-Unis, est-ce qu'il y a moyen de faire un offset au niveau des tarifs? C'est ça, Merci. dans le fond, c'est vraiment actuellement, puis comme je vous dis, moi, je suis pas l'experte des douanes, là, mais actuellement, la discussion à l'effet là, est vraiment au niveau de la valeur qui passe aux douanes, là, puis c'est ce que moi, j'ai comme compréhension, là. Mais comme je vous dis, je suis pas l'experte des douanes, là, donc de notre côté, dès qu'on passe quelque chose aux douanes en exportation ou dès qu'on passe quelque chose aux douanes en importation, là, ma compréhension, c'est que les douanes, le droit de douane s'applique, là. Mais peut-être que la conférence de la semaine dernière vous a informé vous a donné d'autres informations. Là. Oui, absolument. C'est un aspect qui a été abordé à peu près à la moitié de ta présentation, là, autour de la 15e diapositive ou page, de parler de l'impôt sur le revenu, l'impôt américain sur le revenu. Puis là, il y avait une espèce de une notion, tu référais à une notion d'activité régulière. C'est défini. Tu avais donné des exemples, là, mais j'aimerais ça là, que ce soit un peu plus clair. Vous parlez de pourcentage, d'activité. Est-ce que tu pourrais Il n'y a préciser pas ça? il y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Là. Tu sais, moi, je dis toujours, si vous vendez une chose une fois par an, je pense pas qu'on a à se questionner. Je pense que lorsqu'on a des ventes régulières, on est vraiment plus en processus là, d'activité. Donc, c'est toujours la question, est-ce qu'on a des clients récurrents? Tu sais, c'est encore le même exemple, là, une personne qui vend à Amazon aux États-Unis, puis que les biens on a de plus en plus de ventes, on devient de plus en plus là, connu aux États-Unis où on a de plus en plus d'activités. Donc, régulière n'a pas de terme, là. C'est pas 1, 10 ou 20, là. C'est ni de pourcentage de notre chiffre d'affaires, mais c'est notamment encore plus une question là, on va venir avoir une récurrence, donc un mois, 2 mois, puis qu'on a des activités qui sont régulières. On a un chiffre d'affaires aux États-Unis qui devient de plus en plus constant. On va arriver plus dans un établissement d'une vente régulière là, de produits aux États-Unis. OK. Mais comme je vous dis, c'est assez simple, c'est assez facile, là. Le critère de présence aux États-Unis,
on arrive vite là aux critères de présence, que ce soit au fédéral ou pour les Nexus, d'où l'importance de venir établir notre risque. C'est toujours ça la question, là, de venir quantifier le risque. Si on a, par exemple, peu d'activités, ben on peut peut-être aller vers une déclaration d'information pour la première année parce que notre risque est faible. Par la suite, si ça l'augmente, si on a des ventes régulières qui sont de plus en plus importantes, on a de plus en plus de services, on a de plus en plus de clients américains avec un nombre régulier de commandes. Ensuite de ça, on va avoir possiblement là, une création d'un établissement stable. Parfait. Ben, justement, on avait une question là, dans notre QR. L'établissement stable, est-ce que c'est possible de décrire davantage de définitions face au démarchage, s'il vous plaît? Ben, l'établissement stable, c'est une notion qui est détaillée par la convention fiscale, mais c'est une notion là, qui va être la plupart du temps détaillée et par la convention fiscale. Il y a plusieurs façons d'avoir un établissement stable. L'établissement stable, c'est une présence. Souvent, là, on va amener les gens à établir une convention fiscale, on va établir l'établissement stable lorsqu'on a une présence, un lieu d'affaires. Donc, dès qu'on, la convention fiscale vient nous mentionner certains critères qui nous créent de facto une établissement stable, mais il y a également, donc, c'est tout autre chose. On va avoir, par exemple, l'établissement stable. Moi, je dis toujours, c'est comme si on a quelque chose qui se crée aux États-Unis. Pour le voir comme ça, là, l'établissement stable va être imposable aux États-Unis. Donc, c'est comme si on crée une activité aux États-Unis assez importante pour qu'on puisse le considérer comme étant une présence là, aux États-Unis. Donc, le démarchage, tout ça, les mandataires, c'est une personne qui est en mesure de contracter des clients. C'est une personne qui est en mesure demandant, là, qui va être en mesure d'aller chercher des clients, puis de signer, puis d'engendrer la responsabilité canadienne de la société aux États-Unis, puis que les activités là, sont assez importantes pour qu'on ait vraiment là, une signature aux États-Unis, il y a pas de présence avec le Canada, il y a moins de liens avec le Canada. C'est comme ça qu'on va souvent établir l'établissement stable. Et est-ce que la même notion s'applique sur le marché européen ou dans certains Exactement. pays? C'est le même principe. Fait que l'établissement stable, là, c'est souvent ça le défi, là. Lorsqu'on a des personnes engagées par la société canadienne qui sont en sol étranger, on en voit souvent, ou même des personnes là, avec un statut indépendant. Donc, on engage un travailleur autonome qui vient démarcher le marché américain, par exemple, mais qui a une capacité qui dispose dans cet état des autorités pour conclure un contrat au nom du résident canadien. Donc, on est vraiment dans une situation là, que c'est un agent indépendant, mais qui est en mesure de conclure si vous êtes lié par le contrat ou par la soumission obtenue ou la soumission signée. On est vraiment avec un lien de droit, là, donc on se crée une présence dans un pays étranger, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, en effet. Parfait. On parle souvent des doubles déclarations fiscales sur le revenu ici au Québec. Est-ce que dans tout ce que tu nous as dit, là, j'imagine que à certains endroits aux États-Unis, on a deux déclarations à produire? Exactement. Ben là, vous avez, aux États-Unis, c'est un petit peu le même principe qu'au Québec. Dans la plupart des cas, là, on va avoir une déclaration américaine à produire, puis on a des déclarations étatiques à produire. Donc, c'est chacun des États. La différence, c'est qu'ici, on a souvent le Québec et le Canada. Aux États-Unis, on peut avoir plusieurs déclarations d'État, là. Donc, chacune des activités, dès qu'on a un nexus dans un État, dès qu'on a une obligation, dès qu'on est imposable dans l'État visé par l'effet du nexus, soit un nexus économique ou classique, on va avoir une obligation là, de production dans l'État visé. Parfait, ben merci. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions pour Emmanuel sur les questions de fiscalité internationale dans les activités donc d'exportation, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, parce qu'on parle de diversification de marché. Donc, j'ai pas de main, pardon, qui se lève. L'important, c'est vraiment, si je peux juste me permettre, Oui, Jacques, oui, là, dans oui, le sens vas-y, que vas-y. dans ce contexte-là, surtout là, dans le contexte économique actuel, on parle beaucoup là, de diversification du marché, d'aller voir là, un petit peu à l'extérieur des États-Unis, parce qu'on a beaucoup d'activités avec des entreprises canadiennes, avec des entreprises, des activités aux États-Unis. Puis là, ça vous amène aussi à avoir le soutien de l'équipe là,
de la SODIL pour venir dire, ben, c'est sûr que quand on modifie un plan d'affaires, ben, il va y avoir des impacts fiscaux, il va y avoir des obligations fiscales, il va y avoir de la conformité fiscale. Donc, c'est important de vous toujours vous rappeler un petit peu là, de l'importance de la fiscalité dans votre prise de décision. Si vous décidez d'aller, par exemple, aller toucher ou aller explorer l'Europe, la France, vous allez avoir des obligations fiscales là, qui va être ou possiblement des obligations fiscales là, lorsqu'on va aller toucher un nouveau marché. Donc, c'est important lorsque vous faites votre modification de votre plan d'affaires de toujours vous questionner est-ce que j'ai une obligation de conformité qui est fiscale, qui est collatérale en réalité, là, qui viendrait là, s'ajouter avec cette diversification-là des marchés qui est très bon au niveau économique, qui est bon pour l'entreprise, mais il y a souvent des oublis lorsqu'on le fait de façon plus rapide, euh, surtout dans le contexte économique actuel. Ben, merci beaucoup, c'est très très clair. À tout le monde, petit rappel, ça a été annoncé au cours des derniers jours, le programme CanExport qui est réouvert. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Là, donc, il était réouvert pas seulement pour la préinscription, mais pour déposer des demandes. Donc, on a Jean-François qui est disponible ou moi, là, pour vous assister dans ces démarches-là. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Si vous avez des idées de projets ou des projets en développement, activer les choses parce que ces programmes-là d'expérience là, sont sollicités rapidement et il y a un certain montant d'argent. Puis quand on est rendu au bout du montant d'argent, ben, ça ferme pour l'année. Donc l'an passé, ça a été très, très court comme délai. J'ai l'impression que cette année, ça va être encore plus rapide. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous ou avec les autorités, les gens d'affaires mondiales Canada à ce sujet-là. Et aussi, les programmes au niveau du gouvernement du Québec, Investissement Québec, MEIA, ont déployé des nouveaux programmes. Vous allez sur notre site Internet, on a développé une page spécifique sur la situation actuelle pour les différents programmes qui sont donc un lien fédéral, un lien provincial pour voir les programmes qui sont en vigueur. Du côté québécois, mais habituellement, le programme vedette en exportation, c'est le PSCE, le programme de soutien à l'exportation. Et donc, ce programme-là devrait réouvrir lui aussi là, avec le prochain budget, l'annonce des crédits budgétaires. Donc, dans les prochaines semaines, on peut être certain là, que ça va être un programme qui va être renfloué par le gouvernement du Québec et lui aussi ferme très rapidement. Donc, soyez prêts. Puis nous, on est là, Emmanuel a référé au plan d'affaires. Donc, on est là pour vous aider à déployer, à monter, à adapter votre plan d'affaires à l'international rapidement. Ben, merci beaucoup, Emmanuel. Puis à tout le monde, ben, l'enregistrement va être disponible pour ceux qui en feront la demande. Merci à vous. Merci à tous. Merci, Emmanuel. Au plaisir.